Ok, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec Félix Capita. Félix Capita, alors je me suis posé la question de savoir comment j'allais l'introduire. C'est assez compliqué parce que Félix, au-delà d'être un excellent ami, est à la fois un ingénieur, un athlète, un coach. Félix est un homme multifacette. On peut dire qu'en gros, Félix, c'est un ovni. Salut Félix, comment tu vas? Salut Macheux, ça va? Comment tu vas? La vie est belle? Confiné comme tout le monde, c'est la galère, on vit avec et on crée grâce à ce temps qui nous est offert là. Ah, que Euh, du bonheur alors. Tu disais? Que du bonheur alors. Que du bonheur, exactement, que du bonheur. Je voulais parler avec toi aujourd'hui. La raison pour laquelle je t'ai fait venir sur cette plateforme, c'est parce que il y a une grande. On va recommencer ce truc-là. Coupé, on la refait. On va recommencer depuis le début. Ok. Allez, tu coupes? Ok, salut à tous. Aujourd'hui, on est avec Félix Capita. Félix Capita, je me suis posé la question de savoir comment j'allais pouvoir l'introduire. Parce que Félix, c'est quelqu'un d'extrêmement multifacette. C'est à la fois un ami, un excellent ami, et puis c'est un ingénieur, c'est un athlète, c'est un coach. C'est un type qui a plein d'idées et on va pouvoir parler de toutes ces idées avec lui aujourd'hui. Avec nous aujourd'hui, Félix Capita l'OVNI. Salut Félix, comment ça va? Ah, et les humains, c'est une phrase que j'adore dire aux gens. Moi, ça va, je pète la forme, parce que finalement, le confinement ne change pas grand-chose à mon quotidien. Donc, du coup, je suis relativement heureux de ce qui se passe. Pas pour les humains, mais pour moi. Ok, je me souviens parce que du coup là pour le moment toi tu peux continuer à bosser. Tu bosses dans une société à Louvain-la-Neuve, ça? C'est ça, ouais. Je continue à bosser, en fait, parce que je gère une équipe de production d'équipements électroniques médicales. Du coup, on ne peut pas s'arrêter de fonctionner parce que des vies en dépendent par rapport au cancer et par rapport à d'autres pathologies. Donc, pour moi, mon quotidien n'a pas changé, en fait. Je me lève, je viens travailler, et puis, vu que je ne coach plus le soir, ben, je reste encore plus longtemps travailler, et pour le plus grand bonheur de ma société, puisque je m'en fous un peu. Puis, je rentre chez moi, faire mon sport nocturne, je mange, et puis, je me réveille. Alors, Et c'est petite reparti. anecdote amusante, c'est que je n'ai pas de réveil matin. En fait, je vais travailler quand j'ai suffisamment dormi, et je quitte le boulot quand j'ai suffisamment travaillé. Et ici, avec le confinement, ben, ça change rien pour moi. Ok, donc pour les gens qui ne te connaissent pas nécessairement, donc Félix, comme j'ai dit dans l'introduction, c'est un athlète de CrossFit et il fut un temps où où Félix était vraiment dans le top du CrossFit belge à l'époque où c'était la Belgian Fitness League. Je pense qu'à l'époque tu t'entraînais avec Richard Van Merbeek, ça? C'est ça, oui, à Power Factory, à Bruxelles. Et tu faisais partie Ah, de la team 1 de Power Factory? ah non, Team 2. Parce Team que, 2. en fait, ce qui était compliqué à Power Factory, c'est que la Team 1, c'était que des athlètes de niveau régional pratiquement. Donc, pour avoir accès à la Team 1, il fallait avoir au moins un port snatch à 100 kilos pratiquement. Il fallait avoir un frame autour des 2 minutes. Donc, la Team 1 était réservée à des athlètes de très haut niveau. Et la Team 2, on n'était pas mauvais, mais on était un peu de côté, quoi. Donc, la Team 2, c'était du power snatch à 85 kilos, c'était du cluster à 100 kilos, et c'était que la Team 2. C'était Voilà. juste la team 2, quoi. C'était C'était les juste la poids Team 2. légers. Les poids légers. Attends, dans la team 1, il y avait un Carmen Bosman qui est à Dubaï actuellement. Il y avait Richard. Il y a Giorgio il y avait que des bons athlètes. Donc, être dans la team 1 était pratiquement impossible pour une personne lambda. Et ta vision du CrossFit à l'époque est complètement différente de ta vision du CrossFit maintenant. Et si j'ai bien compris les choses, en gros, il y a un événement en particulier qui a fait que tu as changé complètement ta vision de voir le CrossFit et de pratiquer dans le CrossFit. Ben, en gros, j'ai commencé le CrossFit un peu par accident. Mais vraiment, faut savoir qu'à la base, je déteste le CrossFit et les CrossFitters. Je sais quoi, c'est clown, qu'est-ce que c'est que cette débilité? Quoi, t'as des gens qui vont faire 1 heure de trajet pour s'entraîner pendant 20 minutes, mais c'est pas possible, ils sont complètement attardés. Et je faisais du cirque avant, donc je faisais du machinois. Donc, et j'avais besoin d'un entraînement spécial pour augmenter ma capacité de travail, pour pouvoir faire mon spectacle pour une émission de télévision, donc Incroyable Talent. Et donc, je cherchais à tout prix une méthode d'entraînement et des entraîneurs qui pourraient m'aider à améliorer ma capacité à tenir à haute intensité. Et c'est comme ça que j'ai fini par m'intéresser au CrossFit. Donc, je m'intéresse, je me penche dessus. Et en arrivant au CrossFit, ben, on m'explique un peu le principe. Je fais OK, d'accord, je commence le CrossFit. Et j'ai un back squat à 140 kilos alors que j'avais jamais squatté. Un deadlift à 180 kilos alors que j'avais jamais deadlifté. J'ai tous les mouvements gymnastiques, muscle up, ring muscle up, handstand push up. Donc, j'ai pas besoin d'apprendre vraiment la technique en CrossFit.
mais j'ai dû apprendre la capacité de travail. Donc, je commence à mes entraînements de CrossFit axés sur mon besoin. Et un jour, en fait, mon professeur d'audiovisuel, Frédéric Bochard, qui était directeur technique à RTL TV, il me dit que l'émission ne sera pas pour moi. Si j'y participe, je vais être frustré, déçu. Donc, c'est pas une bonne idée d'aller dans cette direction-là. Bon, je mets mon idée de côté. Et Richard me dit, mais tiens, ça t'intéresse pas de faire des compétitions de CrossFit? Et voilà comment je suis passé d'un athlète de cirque gymnastique à essayer de faire du CrossFit et à des WOD de plus de 5 minutes. Alors du coup, je me voilà embarqué dans cette aventure CrossFit et donc on essaie de pallier à mes points faibles et utiliser mes points forts, qui étaient un bon sprinter et bon dans les mouvements explosifs de gymnastique. Sauf que dès que le workout dépasse plus de 5 minutes, je commence à avoir la tête qui tourne, je ne vais pas bien, je transpire. Et à voir, tout le monde le sait, dès qu'un workout est un peu long, j'ai perdu. Ça sert à rien. Par contre, un WOD très court comme Jackie ou Fran ou quoi que ce soit, que tu t'appelles Jadoul ou que tu t'appelles Jolivet, tu vas me voir passer, quoi. Donc voilà comment je suis arrivé dans le monde du CrossFit. Et de là, les compétitions ont commencé à suivre et je me sentais invincible, indestructible, vibranium, bien avant le Wakanda. Et pendant l'année 2015, j'étais en plein déménagement avec ma compagne de l'époque. Je faisais le déménagement tout en continuant à travailler dans mes différentes activités et je voulais pas me reposer. Donc j'enchaînais. Et arrive la deuxième année de la BFL. Donc première année, on fait une victoire écrasante avec 12 matchs, 12 victoires, 0 défaite. L'année suivante, je re-signe de nouveau. Et là, il y avait pas mal de problèmes en Belgique et les dates sont reportées à chaque fois. Je profite de ces dates pour faire mon déménagement, travailler. Et j'arrive à la BFL épuisé, mais vraiment épuisé, déshydraté, en ayant vu les workouts. Le premier workout était un workout de 20 minutes. Je me fais, Richard ne va pas mettre sur un workout de 20 minutes, il sait que je vais mourir, quoi. Et le deuxième workout, c'était un workout de gymnastique avec des muscle-up, et j'affrontais Wavre à l'époque. Wavre que je connaissais pas du tout. Et là, Richard me dit, début de la compétition, Félix, voilà, tu as l'expérience, tu as les plus forts de l'équipe, tu vas faire le workout 1. Donc, dedans, il y avait des deadlifts synchronisés, des mouvements synchronisés. Et il me dit, voilà, le deadlift, t'as 90 kilos, t'as 5 RM et t'as 210 kilos, tu risques pas grand chose, quoi. Aïe, 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 erreur. Le workout commence, et là, après 3 minutes, Richard voit que je vais pas bien, j'arrive pas à suivre la cadence, et malgré tout, mon mental d'athlète me demande de continuer, en fait. Je continue, et là, je sens que mon corps pète bout à bout, donc ça commence par d'abord les bras, puis la chaîne postérieure, et miracle, lors de ce workout, l'équipe d'en face, chez Wavre, quelqu'un se blesse au dos. Et donc, Wavre décide d'abandonner le workout, et nous, on gagne par forfait. À l'annonce du forfait, comme quoi nous, on a gagné malgré tout, je m'effondre, et je n'ai pas marché, j'ai marché que 6 jours après. Ok, donc en gros, pour ceux qui s'en doutent et qui ont un petit background là-dedans, et vous avez tous bien compris qu'en gros, ce qui s'est passé là sur le coup, c'est qu'en gros, Félix a vécu ce qu'on appelle une rhabdomyolyse, où on a une lise cellulaire et on se retrouve avec le contenu cellulaire dans le sang, et c'est extrêmement agressif pour les reins. C'est un gros mythe dans le milieu du CrossFit, où c'est des choses qui peuvent arriver à haute intensité. Voilà, je voulais en parler avec vous parce que c'est vrai, c'est pas juste un mythe, ça arrive à des humains. Oui, Félix, toi aussi, tu es humain. Eh oui. Et du coup, je finis. En fait, Richard voit tout de suite que je vais pas bien et que je fais une rhabdo. Et là, lors de la compétition, il y avait un ami qui était présent qui prévient l'hôpital directement que quelqu'un va arriver avec une rhabdo. J'arrive, je fais pas la file, je vais pas attendre aux urgences, et je suis directement pris en charge. Et là, il commence à prendre mes relevés, il trouve que mes relevés sont un peu bizarres. On découvre une arythmie cardiaque et donc on fait d'abord on m'annonce que j'ai une rhabdomyolyse. Je me retrouve placé en soins intensifs directement, avec des gens qui sont en train de mourir dans une chambre vitrée de partout. Et après, on m'annonce qu'en fait, j'ai un cœur qui est beaucoup trop gros et musclé pour sa cavité et qui provoque une arythmie cardiaque. Ceci explique pourquoi aussi, dès que je fais des efforts un peu longs, je m'épuise en fait. Donc voilà, on m'annonce que 1, je suis fragile, 2, on sait comment tu vas mourir. Génial. Et on me dit, voilà, va falloir prendre des mesures en fait. Si tu veux vivre vieux, il va devoir que tu t'adaptes à ta réalité physique. Tu as de la puissance, tu as de la force, tu produis du muscle très rapidement, mais c'est ce qui va te tuer. Voilà, le constat est posé. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Du coup, ça a vraiment changé complètement ta mentalité par rapport à l'entraînement, par rapport au CrossFit, et c'est aussi ce qui t'a amené petit à petit en fait à apprendre le côté compétition dans le côté plaisir, dans le côté voyage, et puis c'est aussi ce qui a du coup fait naître en toi cette envie de faire évoluer la compétition différemment et qui t'a amené vers le projet Scoring Kairos. À peu près. En gros, donc je sors de l'hôpital. Première chose que je fais en sortant de l'hôpital, c'est m'acheter un assaut bike. Je n'oublierai jamais ce truc. Je sors et mon premier truc, c'est faut que je sois sur pied, quoi. Donc je me soigne et je recommence mon CrossFit. Et j'ai décidé de faire un truc qui est un peu bizarre, c'est qu'on me disait chaque fois, la technique commence là où la force s'arrête. Mais vu que j'ai perdu toute ma force,
après une fonte musculaire assez impressionnante, j'ai décidé de réapprendre à faire du CrossFit. Donc j'ai appris le squat snatch, j'ai appris le squat clean, tous ces mouvements qui demandent plus de technique que de force pour diminuer en fait ma masse musculaire globalement. Donc j'ai décidé de devenir moins massif, moins imposant pour vivre plus longtemps. Aussi bizarre que ça puisse paraître, j'ai commencé à faire des workouts plus longs avec moins d'intensité mais avec un volume différemment. Donc j'ai commencé à me soigner en fait littéralement et j'ai repris les compétitions de CrossFit, mais avec une autre façon de penser, c'était, ben voilà, que tu sois 7e ou 92e à une compétition de CrossFit, vous aurez la même pancarte, vous aurez le même prix. Et que maintenant, en cas de douleur, en cas de gêne lors d'un workout de CrossFit, je m'arrête. Ça ne changera rien en fait au final. Et je fais la chose avec mes amis. Je ne vais jamais frustrer quelqu'un qui fait équipe avec moi. Je ne vais jamais le pousser en disant, ben voilà, on est déjà qualifié, c'est formidable. Et Mathieu, tu as dû avoir quelques aventures avec moi où je m'arrête pendant le workout. Tu te fais, mais pourquoi tu t'arrêtes? Viens, on continue. Et je fais, mais ça va, on est qualifié, ça va, on est comme avant-dernier, on n'est pas dernier, quoi. Et ça peut rendre fou certaines personnes. Donc voilà, je me retrouve dans les compétitions. Et malgré moi, ce changement m'a rendu plus performant, puisque j'ai élargi mon spectre de compétences. Donc, je me suis retrouvé à être qualifié à des compétitions de CrossFit. Et là, la frustration s'est installée. Comment peut-on, en 2019, faire des événements sportifs où, face à un ordinateur, un humain lève la main pour dire qu'il reste 5 calories? Et personnellement, quand je faisais des compétitions, quand on m'annonçait qu'il restait 5 calories, je fais, mais moi, je pensais qu'il allait... Et la stratégie n'était pas bonne du tout. Premier point. Deuxième point, c'était le côté humain qui me rend dingue. J'adore les humains, mais de loin. En gros, dans les compétitions de CrossFit, le chrono est lancé par un humain. Une fois que l'humain a lancé le chrono, le juge, qui est un humain, qui est aussi sujet à des perturbations, va compter les reps manuellement, avec une feuille de papier et un bic, alors que ça peut aller très très vite. Et ensuite, quand tu finis ton workout, il va lever la tête, chercher le chrono pour noter ton temps. Et sur base de tous ces trucs subjectifs et relatifs, on va dire si tu es premier, deuxième, troisième et quatrième. Et ce que je trouvais très injuste en fait au final. Parce que parfois, tu fais un gros effort, tu arrives à la ligne d'arrivée, et le juge, le tien en l'occurrence, était moins attentif, et tu te retrouves derrière un gars que tu as battu au final. Mais tu ne pourras jamais le prouver, donc tu te retrouves avec plein de discussions. Alors les compétitions de CrossFit commencent à dire on ne reprendra aucune réclamation en vidéo, parce que pendant un moment, les gens venaient avec des vidéos, disaient voilà, j'ai filmé le truc, t'as vu, il a fini avant. Donc les compétitions commencent à refuser toute réclamation, et ça devenait très injuste. Donc voilà comment l'idée Kairos a commencé à germer en moi, c'est que je faisais plein de compétitions, je voyageais pas mal, mais les efforts n'étaient pas justement récompensés. Et qu'il était très compliqué à un humain d'aller reprocher à un autre humain d'avoir été humain. Ça fait beaucoup humain. Ouais, surtout dans une phrase de Félix. Donc voilà, en gros, c'est ça qu'un peu l'idée a germé en fait. Et donc, est-ce que tu peux présenter aux gens un peu le projet Scoring Kairos, comment tu as créé l'équipe et quel est votre but, ce que vous avez mis en place comme technologie pour le moment? Alors, d'abord, le projet Kairos, il a commencé dans ma cave, tout seul, en tant qu'insomniaque chronique. Je subis des insomnies récurrentes tout le temps, pratiquement. En fait, ça commence généralement le lundi. Et chaque jour qui avance, je m'épuise. Et puis le vendredi, souvent, je suis épuisé, je dors enfin. En fait. C'est le stress, en fait. Donc, je suis stressé. Je n'ai pas l'air en tant qu'Africain. Et du coup, j'ai commencé dans ma cave à développer un concept pour pouvoir suivre les cours de conditioning que je donnais. Parce que c'est très compliqué de pouvoir suivre les athlètes. Je disais, voilà, aujourd'hui, on va faire un 20 minutes à 150 watts. Les gens ne comprenaient pas et je veux passer derrière chaque personne, regarder. Donc, je cherchais à moi de diffuser l'information et je trouvais ça très compliqué parce qu'il n'y avait pas d'outils. Il n'y avait pas d'outil plug and play en fait. Donc, je ne pouvais pas arriver quelque part, brancher et travailler. Donc, je suis parti sur cette idée. Voilà, il faut un truc plug and play qui fonctionne tout seul. Et il fallait un moyen de tester les machines. Ça, c'était compliqué parce qu'un concept 2 donnait pas assez d'informations. Et j'ai commencé le plan avec une première étape en 2019, c'était un CrossFix. Alors, CrossFit, c'était une activité qui existe encore, qui consiste à faire les entretiens des machines dans les salles de CrossFit. Parce que je me suis rendu compte que les salles de CrossFit, à chaque année, ferment pour la fin d'année. Et moi, en l'occurrence, dans ma salle, j'ai dû faire l'entretien de ma salle. Et je me fais, putain, il n'y a pas quelqu'un pour le faire. Mais ouais, il n'y a personne. Bingo, c'est parti. CrossFit. Du coup, ça m'a permis d'avoir accès à plein de salles de CrossFit et d'être payé pour le faire en plus. Donc j'arrive, je fais l'entretien de vos machines, votre salle, et je récupère toutes les datas de vos machines pour savoir un peu tout ce qui existait sur le marché technologique. Donc de là, avec ce CrossFit en question, donc j'ai des datas, je fais mes petits tests et je commence à créer mes premiers tests fonctionnels. Et j'ai un premier fonctionnement qui arrive le 6 février 2019. Tout seul dans ma cave, je suis tout content et je ne publie rien sur les réseaux sociaux. Et là, c'est là que je lance en fait le hashtag vie d'insomniaque qui cachait en fait tout mon développement. Donc chaque fois que je faisais une insomnie, je partais développer.
Ensuite, le projet est un peu mouru dans son œuf pendant tout un temps. Et au mois de juin, je vais à l'INRACI, dans une école secondaire, faire le jury. Donc, chaque année, je vais rencontrer les étudiants qui font leur défense de fin d'études en secondaire. Et là, je repère un jeune prodige, un gamin de 17 ans, Alejandro, un virtuose de l'informatique, en fait. Il est jeune, il est un peu con, mais il a du potentiel. Et je lui propose un job étudiant dans ma boîte pour venir travailler. Je dis, voilà, tu es diplômé, et deux, je te propose de venir travailler pendant l'été dans la boîte en question. Donc, je recrute deux étudiants à qui que je fais travailler dans la boîte en tant que technicien de production. L'idée étant de leur proposer en fait de voir ce qui se passe dans le milieu de l'industrie, parce que bien souvent à la fin de tes études, tu ne sais pas c'est quoi un technicien, tu ne sais pas c'est quoi un ingénieur, tu ne sais pas c'est quoi un ouvrier. On te vend monts et merveilles, mais certaines personnes qui font des études d'ingénieur ne sont pas forcément faites pour être ingénieur. J'en suis la preuve, je ne suis pas forcément fait pour être ingénieur. Donc je propose, voilà, pendant 1 mois et demi, tu vas pouvoir être baigné dans le milieu du développement, de la production, de la recherche, du développement, bref. Et à la fin de son contrat d'étudiant, je dis, voilà, après observation, je pense que tu es la bonne personne pour le projet. Et je donne le kit de développement que j'ai étudié à la maison. Je donne une carte et je dis, voilà, montre-moi ce que tu peux faire en quelques jours. Je dis, voilà, tu as une semaine. 2 jours après, il fait, j'ai fini. Je dis, wow, ok, bien. Je lui donne encore autre chose. 2 jours après, il fait, j'ai fini. Et 4 jours après, en fait, il a présenté le premier prototype où on branchait un concept 2 sur un écran OLED. Alors, son truc marchait, mais avec plein de bugs. Et c'est là qu'une deuxième personne intervient, mon meilleur ami, Henri, qui lui bosse dans une autre boîte et fait du développement. Et je lui présente les problèmes que j'ai. Et lui, il fait, attends, je vais m'en occuper. Et 3 jours après, il fait, voilà, c'est réglé. Et voilà, avec mon premier prototype fonctionnel. Et j'en parle autour de moi, dans le milieu du CrossFit. Et les gens font, ouais, bof, pas très intéressant. Je fais, ok, bah, c'est pas grave, bah, je vais continuer dans mon coin. Et là, j'en fabrique en fait une dizaine d'écrans, tout seul, avec mes propres petits moyens. Ça me coûte un bras parce que c'est du matériel qui coûte cher en petite quantité. Et j'en parle avec Facundo, troisième personne qui Facundo intervient. Chicolas, donc, qui était un des créateurs du CrossFit Power Factory. C'est ça. J'en parle à Facundo, j'en parle à William Gonzalez de Power Factory, j'en parle à Richard, qui me donne quelques conseils. Et je poste au mois de novembre, octobre, je pense, la première vidéo sur les réseaux sociaux du concept. Donc je poste avec à CrossFit Dansard, je poste la vidéo et je demande à El Sabre de partager ma vidéo. Et là, c'est le boom. 16 000 vues en une soirée. J'ai fait OK, j'étais pas prêt. Les mails commencent à arriver de partout sur Facebook et compagnie en me disant oui, hein, voilà, on voudrait en acheter, comment est-ce qu'on peut faire? Il m'en faut absolument pour ma box. Et là, je me fais, mais je pensais que c'était pas intéressant, que ce serait juste un truc sur un coin de table, ça n'intéresserait personne. Et là, c'est parti. Ça a commencé comme ça. Ok. Et donc du coup là, comme tu dis, ça a vraiment été le bouchon de champagne qui a explosé et il y en a eu dans tous les sens. Et puis donc ton idée au final, ça a été de ne pas vendre ton produit, mais plutôt de le développer et de pouvoir développer de l'utilisation sur compétition. C'est ça. Alors, le problème, c'est que le projet a été développé très rapidement, beaucoup trop rapidement que pour pouvoir le vendre et avoir une qualité de production intéressante. Il faut savoir que la production, le développement d'un tel produit coûte des milliers d'euros. On tourne autour des 100 000 euros en fait. Budget que je n'ai pas dans mes caisses personnellement. Du coup, j'ai décidé de m'auto-financer en couvrant les compétitions. Donc, en me disant, voilà, c'est une technologie qui tend à se faire connaître et que vu que je suis le premier, je suis sûr que après le coronavirus, les Chinois, parce que ça. Alors, petite parenthèse, la crise du coronavirus m'arrange énormément. Ce ralentissement me donne beaucoup d'avantages. Ma crainte était que quelqu'un qui voit le concept dit ouais, c'est cool, je vais le redévelopper et le faire produire en Chine. Sauf que là, la Chine est morte pour l'instant, donc c'est mort. Bon, du coup, l'idée c'était donc de couvrir des compétitions locales en proposant un service de location avec de quoi brancher les machines concept dessus et permettre à un maximum de personnes avec un prix très très bas de pouvoir profiter du service. Et c'est là que la désillusion a commencé en fait. C'est là que mon pied est rentré dans le monde du CrossFit au-dessus des compétitions, donc les organisateurs. Ça avait commencé avec 19,99 € par jour et par machine et les gens ont dit non, trop cher, on n'a pas les moyens. En plus, je vais pas payer 19,99 € pour un workout avec du concept 2 quoi. Donc non, non. Par contre, si tu veux, tu peux venir à ma compétition, c'est une superbe opportunité que je t'offre. Donc viens gratuitement. Je fais, mais je vais pas venir gratuitement chez vous. Alors on me contactait pour aller genre à Athènes Trodon. Ils m'ont demandé de venir avec 32 lignes, 32 machines, gratuitement. Non, ça va pas être possible. On m'a demandé à Toulouse, à Marseille, à Montpellier. Donc c'était systématiquement non. Donc j'ai commencé à cogiter pour voir comment faire pour proposer le service et que les gens ne trouvent pas ça trop cher. Alors avant ça, j'ai été contacté par les French Trodon pour les Open, pour le 20.5, et je vais à Montpellier.
Donc, je me retrouve à Montpellier, au fin fond de la France, toute une galère. Et c'est là qu'en fait, le troisième acteur, Kairos, intervient. Donc, Rani, qui est un ami de longue date aussi, qui a décidé de m'accompagner et de devenir la personne qui allait faire la communication commerciale pour moi. Donc, voilà comment l'équipe s'est montée. Donc, Alejandro qui fait le développement de base par rapport à ce que je fournis, Henri qui corrige ce qu'il fait comme bug et qui donne une liaison plus industrielle, et Rani qui s'occupe de la communication. Donc, on vient de Montpellier et je dis à Henri, ça va pas le faire, il faut autre chose, quoi. Donc, Henri développe, en fait, sous le conseil de William, un buzzer. Alors, le buzzer, c'est un truc qui a été développé en 2 heures. Ça s'apparente plus à une blague grandeur nature. Et je contacte les compétitions qui sont toujours pas intéressées, mais au bout d'un moment, il y a les Eastern Trodon avec Vincent que je contacte et à qui je dis voilà, j'ai un concept qui pourrait t'intéresser pour ta compétition. Et le mec il fait ok, vas-y, go, je te fais confiance. On va écrire les workouts ensemble et tous les workouts ont été axés par rapport au Kairos et au buzzer. Je pars en France et le 13 décembre exactement, je reçois un mail des États-Unis d'une société qui s'appelle Loud and Live. Et je dis Rani, t'as vu, j'ai reçu un mail, mais je sais pas c'est qui, ça vient des USA, mais j'ai pas le temps, j'en ai rien à foutre. Donc le gars, le mail, je balance, j'en ai rien à foutre, et je m'occupe des Eastern. Et là, c'est le succès total, ça marche super bien et tout, les gens sont tous très contents. Malgré les bugs qu'il y a eu sur place, ça se passe très très bien. En gros, j'avais développé un lancement synchronisé pour que, à partir du Wi-Fi, je puisse lancer toutes les machines. Et arrivé sur place, il y a eu des bugs. J'ai jamais compris d'où venait ce bug en question, donc les lancements ne fonctionnaient pas. Mais un réflexe industriel, on avait prévu un lancement manuel en fait, au cas où le Wi-Fi planterait. Et du coup, ça a donné naissance à un modèle que je connaissais pas, et les gens n'en attendaient pas non plus. C'était la main sur le buzzer avant de démarrer, mettait du stress à tous les athlètes. Donc les photographes se régalaient de ce moment de stress où tous les athlètes, un peu comme aux Games, étaient sur qui-vive, mais tous dans la même position. Et il y avait la main en dessous, côte à côte. Donc il y a tout un tas de clichés qui sont sortis et qui sont répandus comme une traînée de poudre. Et donc ce bug en fait a fait en sorte que je n'ai plus jamais voulu utiliser le lancement synchronisé en fait. C'était devenu la nouvelle norme. C'était la main sur le buzzer. Donc tous les athlètes sont prêts, les juges savent que les athlètes sont prêts, le public sait que les athlètes sont prêts et on est prêt pour partir, quoi. Donc voilà, Eastern Trodon, gros succès. Du coup, là, le chronomètre fonctionne super bien, les machines Concept 2 marchent super bien, tout se passe à merveille. Je rentre chez moi, en Belgique, et là, ça continue. Là, j'ai des demandes tous les week-ends, et en fait, j'étais parti pour chaque week-end être en déplacement à l'étranger. Et c'est là qu'un soir, je m'ennuie à la maison, je suis sur Instagram, il est 2 heures du matin, et je me dis une connerie. Tiens, si je taguais Compson Connor dans mes vidéos de Scoring Kairos. Donc, je tag Compson Connor sur une vidéo, première vidéo, ils réagissent, ils mettent un like, et ils réagissent, putain, il y a quelqu'un. Deuxième publication, ils like encore une fois. Troisième, ils m'envoient un message. Et là, ils me disent, hey, ça vous intéresse de collaborer avec nous, d'être partenaire? Je dis, what the fuck, putain, le plus gros fournisseur de compétition du monde qui me demande d'être son partenaire, alors qu'en Belgique, personne ne me supporte, quoi. Je réponds, ok. Et là, il me fait, attendez, on va vous envoyer un NDA. Donc, c'est un contrat de non-divulgation. Et je mets à peu près un mois avant de le signer, parce que j'hésite, je fais, putain, le gars, je le connais pas, j'ai pas confiance et tout, c'est pas normal. Et je signe avec lui. C'est parti. Compson Connor devient mon partenaire et tous ensemble, on fait des réunions régulièrement par rapport à ce qu'on doit faire. Entre-temps, le mail du 13 décembre de Loud and Live. Alors, qui est Loud and Live en fait? C'est l'agent de Matthew Fraser qui m'avait contacté en fait et qui voulait en fait que je vienne aux États-Unis pour couvrir les événements sanctionnels des USA. Et là, du coup, du jour au lendemain, je me trouve à devoir me préparer pour voyager aux USA pour couvrir à peu près une dizaine de sanctionnels dans le monde, quoi. Donc, en quelques semaines, je me retrouve partenaire avec Compson Corner, Loud and Life avec l'agent de Matthew Fraser, donc que je connaissais pas. Je découvre en fait l'envers du décor, et voilà comment le projet a grandi. Donc l'un des partenaires en fait de Scoring Kairos, l'un des acteurs, c'est Compson Corner qui me donne tous les conseils en fait pour mieux gérer les relations dans le monde du CrossFit. Et donc là, le truc que les gens doivent bien comprendre, c'est que c'est parti de pas grand-chose. Et là, si tout s'était bien passé, s'il n'y avait pas eu cette cette fameuse crise sanitaire du coronavirus, là, pour le moment, tu aurais déjà une expérience sur le sol américain ou est-ce que tu étais appelé pour aller faire? Alors, normalement, je devais faire les Wodapalooza, donc très gros événements. J'ai pas été parce que j'étais pas d'accord sur les conditions de travail. Il fallait faire 60 lignes en 6 semaines. C'était impossible à produire et à amener aux USA. C'était impossible à produire aux USA dans les conditions que moi je voulais de qualité. Et alors, pour la petite anecdote, un Loud and Live n'étant pas content de ma réaction, a fait appel à un autre prestataire aux USA parce que j'ai un concurrent dans le monde qui n'a pas le même niveau technologique. C'est même très très drôle d'ailleurs. Et qui est vachement plus connu que toi. Plus connu que moi, mais ils se sont cassés la gueule. Ça a été une hécatombe et donc après ça, Loud and Live sont revenus vers moi en disant voilà, on a compris la leçon, on veut travailler avec vous et personne d'autre.
Du coup, on a commencé à préparer les West Coast Classic, qui était un événement un peu plus petit, donc en Californie, avec seulement 25 lignes. Et donc là, tout était en cours, j'étais en cours de préparation. Et entre-temps, tous les événements sanctionnés en fait dans le monde commençaient à se mettre d'accord pour que je vienne couvrir leurs événements. Donc il y avait un West Coast Classic, il y avait Granite Games, il y avait les Norvégiennes qui étaient d'accord, il y avait les 150, il y avait Dubaï, il y avait les Lowlands aux Pays-Bas, il y avait les French Rodden qui étaient intéressés, il y avait l'Australie qui montrait de l'intérêt, il y avait l'Italie, il y avait les sanctionnaires à Madrid. Donc pratiquement tous les sanctionnaires avaient pré-signé, on va dire ça comme ça, en disant on veut qu'ils viennent, faut qu'on mette en place un système. Donc du jour au lendemain, en fait, ici, j'avais déjà signé, mes billets d'avion étaient déjà réservés pour la plupart des dates. Donc quand on m'a annoncé la fermeture des frontières, j'étais en train de faire ma valise, en fait. J'étais en train de foutre mes écrans dans mon sac. On dit, il faut que je finisse de me préparer mes valises parce que samedi, je prends mon vol, quoi. Ok, Donc donc voilà, voilà, c'est vraiment devenu en très peu de temps au final, parce que quand tu dis que les premiers prototypes sont sortis février 2019, enfin les premières lignes de code en février 2019, c'est ça. et puis là maintenant on est en avril 2020 et c'était déjà parti pour être la conquête du monde. Ah bah oui. En fait, l'analyse que j'ai eue, c'était quoi? C'est que le CrossFit est très très grand. Il est énorme. Le monde du CrossFit est titanesque et il y a trop d'acteurs dans le même secteur. En fait, il y a le CrossFit que les gens connaissent et puis il y a tout ce qui est autour du CrossFit, tout le merchandising et tout ce qui est autour. Et je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui n'a pas encore été fait? Programmation, il y a plein de programmations, il y en a beaucoup trop d'ailleurs, tu sais plus quoi faire. Si tu veux, tu peux te faire une semaine full programmation différente, tu peux faire du Palmer Beast, faire du Facundo, faire du Nicolas Dugro méthode, tu peux faire du... Il y en a tellement en fait, c'est pas Et ça, possible. c'est que belge. Ça, c'est que belge. Ok, bon, déjà, il y en a trop de ce côté-là. Alimentation, ok, Projet Next, BNN, ok. Les vêtements, il y a trop de marques de vêtements. Des t-shirts, il y en a beaucoup trop. Des chaussures, ok. Des cordes à sauter, il y en a trop. Qu'est-ce qui reste en fait? Qu'est-ce qui n'a pas encore été fait et qui est cool? Alors, j'ai regardé, il y avait un Woodproof, qui est d'ailleurs devenu un partenaire maintenant. Donc, j'ai signé avec Woodproof aussi. Les Woodproof sont les premiers acteurs des compétitions de CrossFit. Mais avant ça, il faut comprendre un peu comment fonctionne un événement de CrossFit, en fait. Première étape, tu fais ta promotion. Tu arrives sur les réseaux sociaux, tu annonces ton événement, tu attends que les gens s'inscrivent, et quand ils s'inscrivent, tu récupères du capital. Donc, tu as du capital, ainsi de suite, et ça finance ta promotion. Une fois que ta promotion est faite, les gens sont inscrits, il faut annoncer le premier workout. Et là, quand tu annonces le premier workout, dans les vidéos de présentation, tu mets les sponsors que tu as amassés lors de ta promotion. C'est ça qu'en fait, les conditions prennent du temps avant de sortir les workouts. Donc, tu annonces ton workout, tu mets à l'avant tes sponsors et compagnie, premier workout sponsorisé par, et là, c'est là que ça devient intéressant, c'est que les marques de vêtements, de chaussures, d'accessoires et compagnie apparaissent lors des premières promotions. Les athlètes s'inscrivent et doivent faire leur premier vote de qualif. C'est là que WordProof intervient en fait. WordProof a la plus grande base de données d'athlètes de CrossFit au monde en fait. Donc tous les athlètes, pour se filmer, soit prennent WordProof ou une autre application, mais eux, c'est les leaders. Donc je crois qu'ils ont à peu près 200 000 athlètes inscrits sur la plateforme, ce qui est titanesque en termes de données d'informations. Donc ils font le workout et tout. Puis quand ils ont fini le workout, qui est enregistré, ils les envoient sur YouTube. Donc YouTube est le deuxième acteur en question, donc ils mettent le workout sur YouTube, et puis ils prennent le lien de la vidéo et ils mettent ça sur Compson Corner, qui lui est le troisième acteur en fait. Et puis quand ça c'est fait, arrive le moment de la compétition. Et là, tu as toutes les effervescences qui se mettent en place, les staffs qui s'organisent, les t-shirts, les juges, les boissons, la nourriture. Il y a tout un marché, tout un écosystème qui se met en place, les bénévoles, les juges en question. Et là où ça coince, c'est que tout converge vers les humains. Les humains qui vont être responsables de juger les scores, les résultats et compagnie. Et c'est là que j'ai décidé de me positionner en fait, en me disant voilà, il n'y a personne sur le marché à cet endroit-ci, et c'est là que je vais me positionner. Non seulement il n'y a personne, mais en plus, avec ce que j'ai comme information, Compson Corner gère 25 événements par semaine dans le monde. C'est-à-dire qu'avec 25 événements par semaine, quoi qu'il arrive, tu ne sais pas couvrir les 25. Et quoi qu'il arrive, il y a du marché pour tout le monde. 25 par semaine, sur 52 semaines, ça fait... je vais prendre ma calculatrice parce que je suis nul en chiffres. Alors, 25 fois 52, donc ça fait à peu près 1300 compétitions par an. Donc, il faudrait 1300 semaines à une personne pour toutes les couvrir, ce qui est impossible. Donc, c'est-à-dire qu'il y a du marché pour tout le monde et je ne dois même pas me préoccuper de la concurrence. Si c'est pas toi, ce sera une autre personne. Et ben voilà comment je suis arrivé à cette conclusion-là. Chapeau en tout cas, vraiment. C'est un super beau projet et je pense en effet que ça peut vraiment changer la face de la compétition dans le CrossFit.
même au-delà de changer la phase de la compétition CrossFit, je pense que ça peut vraiment changer la phase du CrossFit en tant que tel, puisque ça va le rendre beaucoup plus facilement broadcastable, beaucoup plus intéressant à regarder. Et je pense vraiment que ça peut vraiment changer les choses. Chapeau. Et donc du coup là, comme la crise du coronavirus est arrivée, tu t'es retrouvé à l'arrêt par rapport à l'activité, en tout cas locative de Scoring Keros. Et comme le cerveau de Félix n'est jamais à l'arrêt, il y a une autre idée qui est émergée et on a vu apparaître très rapidement sur les réseaux, enfin d'abord dans nos conversations Messenger prolix, toutes les idées de Félix Capita, et puis très rapidement on a vu apparaître l'idée de cette compétition caritative au profit de la Fondation Roi Baudouin. Alors, c'est parti d'une blague à la base. Hein. Donc, insomniaque chronique, je vais faire un workout dans ma cave. Et je sors de ma cave, mais rincé en disant putain, mais j'ai l'impression que j'ai fait le coronatrodone, tu vois. Mais ouais, mais ouais, c'est ça. Et là, je pars sur une blague avec un pote, Samuel Bourguignon. Je fais ouais, mec, je crois que je viens de faire le coronatrodone, là, je suis chaud, là, c'est bon, j'ai une idée de compétition. Le soir, il est 2 heures du matin. Alors, l'avantage d'être insomniaque, c'est que je vais au même horaire que les Américains. Et que travailler avec eux, ça me facilite grandement la vie, parce que quand je suis en pleine ébullition, mais eux aussi sont réveillés, quoi. Donc, je demande à Compson Corner si c'est possible d'organiser une compétition gratuite, c'est-à-dire sur laquelle je ne paierai pas les frais d'inscription et que tous les fonds soient reversés. Et il me répond, il n'y a pas de problème, je te supporte là-dessus. Du coup, je contacte Vincent, qui s'occupe du site web et qui m'aide pas mal au niveau web et communication. Je fais voilà, je vais faire une compétition, est-ce qu'il y a moyen ou pas? Et il me répond, ouais, il y a moyen, tout ça. Je vais contacter Compson Corner. Puis je contacte Mathieu, je fais ouais, il me faut un logo. Et puis je contacte tous les coachs, je fais voilà, il me faut des workouts. Et en fait, l'idée, c'était de proposer cet événement le plus rapidement possible parce que je sentais qu'il y aurait une vague d'événements caritatifs qui allait arriver juste après. Et là, on est en plein dedans puisque tu as plein d'événements, les gens sont noyés dans l'information, et le fait d'avoir proposé cet événement très rapidement a permis d'avoir beaucoup plus de fonds en fait. Donc l'idée est partie d'un constat simple, c'est que les gens sont confinés chez eux, les gens sont paniqués, sont apeurés, moi le premier, et il faut qu'on puisse apporter du support d'une certaine manière. Les gens restent chez eux, les gens communiquent, et les gens apportent du support. Et voilà comment l'idée du CrossFit est venue au monde en fait. Et donc, en gros, là, on a une compétition qui s'appelle CrossFit 19, qui pour le moment a 3 workouts. Il y en aura peut-être plus de prévus puisque la crise sanitaire se prolonge et que le confinement a été prolongé. L'idée, donc, c'est que les gens s'inscrivent à cette compétition, participent avec un fee de 10 euros, si je me souviens bien. La plupart de ces 10 euros, moins 20 cents, sont reversés directement à la Fondation Roi Baudouin, qui a pour but de pouvoir acheter des respirateurs pour les hôpitaux qui sont en train de travailler en première ligne pour le moment avec les personnes atteintes du coronavirus. Donc en gros, les 20 cents, c'est juste une question, si je me souviens bien, si tu m'as bien expliqué, c'est l'idée qu'en gros, il y a un fee chez Visa ou des trucs comme ça chez Mastercard, c'est ça? En gros, il y a 51 cents pour être exact qui sont pris à cause des transferts bancaires. Peu importe la somme que tu transfères, tu perds 51 cents. Alors, quand les gens s'inscrivent à une compétition qui paye 30 ou 40 euros, tu ne les vois pas les 51 cents. Mais ici, quand tu payes 10 euros, carrément, tu les vois. Donc, c'est un peu ça le petit truc en question. Mais il y a des opérateurs qui, eux, ne peuvent pas faire de charité. Donc, le système bancaire ne fait pas la charité. Voilà. Tous les acteurs sont d'accord pour faire un geste, sauf le système bancaire. Mais on ne va pas revenir sur ce débat en question. Donc pour le moment, on a 3 workouts. On a celui de Mathieu qui a été proposé le premier, Mathieu Montes, qui est le créateur de Scope Athlete. Le deuxième workout qui a été proposé par Chris Cross. Oui. Et le troisième workout maintenant qui a été proposé par Richard Van Merbeek, pardon, j'ai toujours Van Merbeek parce qu'en gros c'est Van Merbeek sa programmation. T'as du teaser pour nous pour la suite? Ah oui, alors l'idée c'est que je veux que le projet soit le plus communautaire possible. Donc j'essaie de brosser en fait un maximum de programmations différentes et pour les prochains, je vais essayer de prendre des trucs un peu différents. Parce que comme ce n'est pas une compétition, il n'y a pas de mesure de performance, donc ça sert à rien. Tu pourrais rentrer un score de 1 million de points sur le leaderboard, tu dirais bravo. Je m'en bats les steaks. Je regarde pas les vidéos, je n'impose pas les vidéos, donc les gens font un peu ce qu'ils veulent en fait. Donc il n'y a vraiment pas de problème par rapport à ça. Mais à côté de ça, vu que c'est pas une mesure de performance, j'essaie d'avoir un maximum d'acteurs du milieu du fitness en fait. Donc il se peut que le prochain workout ne soit pas proposé par un programmateur de CrossFit connu, mais par rapport à quelqu'un qui a pour objectif le bien-être et la santé des participants. Donc, je ne vise pas forcément la performance. Donc, le prochain sera certainement quelqu'un qui n'est pas un coach de CrossFit, mais qui a un autre milieu, mais qui milite pour le bien-être des gens. Il y a une toute autre communauté qui est très fortement suivie et qui est tout aussi efficace dans son approche ludique du fitness. Il fait du CrossFit, mais ce n'est pas un coach de CrossFit.
Donc les gens, inscrivez-vous, ok? Je mettrai en dessous de la vidéo le lien pour aller vous inscrire sur le CrossFit 19. C'est absolument indispensable. Inscrivez-vous, c'est 10 euros chacun, 10 euros qui au final peuvent sauver des vies. L'idée c'est de pouvoir acheter des respirateurs pour les gens qui seront vraiment dans une situation physique et physiologique en détresse, qui seront à cause du Covid. Sous respirateur, on a besoin de plus de respirateurs et la Fondation Rebaudouin milite et agit sur le terrain pour ça. Félix les aide pour pouvoir créer des fonds et lever des fonds pour pouvoir acheter ces respirateurs. Inscrivez-vous, on a besoin de vous. Merci Félix pour ces initiatives. Merci pour tout le temps que tu as eu avec nous aujourd'hui. Merci de nous avoir un peu expliqué comment ça fonctionne dans ta tête et d'être resté simple pour nous, simples mortels et simples humains. C'est humain. Un petit mot de la fin? Alors, dans les bonnes nouvelles, en fait, on a déjà récolté 3 650 € pour aider pour les fonds. Et ça représente... Ah non, 3 660 €, je viens d'avoir un inscrit. Ça représente en fait 10% d'un respirateur, ce qui est pas mal en soi. Ce qui, franchement, c'est déjà pas mal. J'ai eu les félicitations de Thompson Connor ce matin en disant pour un événement caritatif, 389 participants, c'est pas mal, mais ça fait même pas une box, les gars. Exactement. Ça fait même pas une box. On se retrouve là en Belgique. On est à plusieurs centaines de box avec à chaque fois. 121 box. Pardon? 121 box en Belgique. Voilà, 121 box en Belgique, 121 box avec des box qui sont très petites, d'autres qui sont très grandes. Ça va de 50 adhérents à 500 adhérents. On se retrouve là avec pas assez d'inscrits. Allez-y, inscrivez-vous. C'est pas grand-chose dans votre portefeuille. Par contre, ça peut vraiment faire la différence. Si on a ne fût-ce que la moitié des participants, des membres des salles de CrossFit qui s'inscrivent, là, on peut vraiment voir la différence. Eh oui. Sur ce, prenez soin de vous. On se reverra très bientôt après le confinement. Et restez calme à la maison, ça va aller. On s'occupe du reste. Excellent. Merci Félix. On se revoit très vite. À la prochaine. À bientôt, chérie. Salut. Chose.